Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, on va vous parler d'initiatives, de nouvelles technologies et puis aussi, bien sûr, de matériel. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Au sommaire, cette semaine, les nouvelles technologies sont mises à l'honneur comme tous les 15 jours dans notre rubrique Le Mag de l'AgTech. Nous partirons ensuite à la rencontre de Xavier Dufour, agriculteur à Salon de Provence, qui nous raconte les problèmes auxquels il doit faire face, puis, toujours avec Xavier Dufour, nous continuerons avec la rubrique Les matériels increvables. Ensuite, Jean-Baptiste Vervy nous expliquera comment des bras pour ton assiette et Wheezy Farm jouent un rôle pour l'opération Les agriculteurs ont du cœur. Pour finir, nous écouterons Jean-Marc Huppé, directeur général de l'espace Émeraude, qui nous parlera de l'économie circulaire pour les distributeurs de matériel agricole. Alors tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Déjà 70 bougies pour Valtra. C'est en 1951 que le constructeur finlandais, alors connu sous le nom de Valmet, a commencé la production en série de tracteurs. Le premier modèle était le Valmet 15, qui, comme son nom l'indique, avait 15 chevaux et était conçu pour remplacer un cheval dans une petite ferme nordique. Pour fêter cet événement, Valtra fabriquera 70 tracteurs Red Edition série T, spécialement équipés d'un superbe rouge rubis métallique. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Le Mag de l'AgTech. Bonjour, donc Olivier Rouméguer, gérant de la société Biofi Conseil. Nous sommes une société de conseil agriculteur, donc indépendamment de la vente de produits phytosanitaires. Pour saisir les données donc, sur 365 FarmNet, nous avons besoin des contours des parcelles que vous pouvez facilement récupérer donc, sur votre dossier PAC par exemple. Vous téléchargez vos ISO XML, vos fichiers Shape, que vous enregistrez donc, dans votre logiciel 365 FarmNet. Et ensuite, une fois que les contours sont réalisés, vous allez naviguer dans les différents modules d'accès pour à la fois cartographier le potentiel de vos parcelles, moduler l'azote, moduler donc, la densité de semis. Et donc nous allons l'utiliser surtout donc, pour optimiser nos visites auprès des parcelles et auprès des agriculteurs. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir travailler ces cartes de potentiel de rendement. Donc on va analyser des photos antérieures de biomasse pour des cultures d'hiver ou des cultures de printemps sur des périodes définies. Donc ça va nous permettre vraiment de définir le potentiel de sa parcelle. Ensuite aussi, en tant qu'agriculteur, on peut utiliser ces cartes à l'année, donc c'est-à-dire que ça va nous permettre de déterminer un potentiel de biomasse pour une culture et ainsi de mieux piloter ses apports d'azote ou éventuellement de densité de semis. Voilà. Donc c'est un outil qui est quand même pertinent de par l'optimisation des intrants, l'optimisation des semences et améliorer là aussi la rentabilité de l'exploitation agricole. D'un point de vue de la société de conseil, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment d'analyser le potentiel de ces parcelles, de mieux localiser nos lieux de rencontre, de suivi des parcelles et de mieux positionner nos analyses, que ce soit de terre ou de sève, pour mieux accompagner les besoins de la plante. Nous allons utiliser cette carte de façon assez simple pour attribuer des densités de semis par zone. Donc c'est la carte modulation densité de semis. Donc vous pouvez ensuite télécharger et le positionner dans votre semoir si vous êtes équipé. Donc ça se fait de façon assez simple. Il suffit de déterminer le potentiel haut, potentiel bas de densité et ainsi de pouvoir moduler sa densité de semis tout le long de la parcelle. Maintenant, nous allons voir comment travailler la modulation de l'azote. Donc là, on peut travailler sur deux formats de fichiers. Soit vous travaillez sur votre carte de potentiel, que vous avez déjà déterminée, ou bien votre carte de modulation de biomasse liée à une photo récente de votre parcelle. Dans tous les cas de figure, vous pouvez moduler au niveau de 5 doses la dose apportée à la parcelle, ce qui permet d'optimiser vos intrants et de les équilibrer. Vous avez ensuite deux possibilités de raisonnement de la modulation à l'intérieur de la parcelle. Soit vous essayez de compenser les zones qui sont un peu plus faibles, soit vous essayez de les optimiser, donc de les booster, donc de cibler ces zones à haut potentiel.
L'avantage de l'outil avec 365 FarmNet, c'est que ce qui mettait beaucoup de temps il y a 3-4 ans à faire, maintenant c'est très simple, très rapide, très ludique. On arrive à gérer pas mal de parcelles en quelques secondes maintenant. Le plus important, c'est d'être en cohérence avec ce que vous observez sur le terrain. C'est un outil très intéressant pour accompagner votre raisonnement et accompagner vos pratiques. Une fois que vous avez généré ces cartes sur le service internet, vous est très facile de les extraire, soit sous format Shape, soit sous format ISO XML, selon le matériel que vous utilisez en épandage ou en semoir. Donc ces données rentrent dans une clé USB qui voyage, vous les déposez dans votre console et le transfert des données se fait automatiquement et tout fonctionne assez facilement. On va aller à la rencontre d'un jeune agriculteur, il s'agit de Xavier Dufour. Salut Xavier. Salut. Alors tu es un jeune agriculteur, encore 39 ans, et tu es installé dans une super exploitation et tu fais notamment, explique-moi un peu les cultures. En fait, sur mon exploitation, j'ai 2 exploitations. Sur la principale, je fais du foin de croc AOP sur 170 hectares et j'ai une autre exploitation un peu plus loin, une dizaine de kilomètres, où je fais des céréales, blé dur et orge actuellement. Dans la région, les céréales, c'est pas gagné. Dans la région, c'est pas gagné depuis quelques années. Dans le temps, on était une zone traditionnelle de production de blé dur qui était reconnue par la PAC avec des aides couplées assez fortes qui nous permettaient de maintenir une production de qualité sur un terroir, qui a d'ailleurs permis à Laval de se créer, de s'implanter dans le coin, notamment avec Panzani à Marseille, qui reconnaissait ce travail-là de blé dur de qualité, chose qui a changé avec les nouvelles programmations PAC depuis les années 2015 et qui fait que économiquement ça devient très compliqué de produire du blé dur aujourd'hui dans la région. Et puis tu faisais du maïs avant ? Oui, j'ai fait du maïs pendant une quinzaine d'années. J'avais misé là-dessus en essayant de créer une clientèle locale fidèle pour écouler ma marchandise. Ça a marché pendant une quinzaine d'années et depuis 2 ans, je commence à avoir des problèmes. J'ai des terres qui sont très chargées en taupin et les moyens actuels phytosanitaires ne me permettent plus de produire de manière économiquement rentable. Donc j'ai arrêté pendant quelques temps, le temps de trouver des solutions, soit qu'elles viennent d'un point de vue réglementaire avec l'autorisation de nouvelles matières actives, soit en essayant de traiter ce problème taupin avec des moyens autres, c'est-à-dire soit travail du sol plus fréquent en été, soit en implantant des couverts qui permettent a priori de pouvoir se débarrasser de ce type de ravageurs. Et puis tu fais un super produit, la terre entière en veut, sauf que cette année, c'est pas la bonne année. Oui, nous produisons un foin d'excellence qui est reconnu par une AOP et qui est d'ailleurs la seule AOP de l'alimentation animale reconnue aujourd'hui. C'est une culture qui est là depuis des décennies, qui même si ça reste un marché de niche, est un produit qui a réussi à trouver sa clientèle, sauf que cette année, on est face à une année assez compliquée où, contrairement à ce qu'on a pu croire, la sécheresse de l'année dernière a été plutôt tardive en France et du coup, il y a eu des grosses productions de fourrage en France. Donc ça, c'est pour expliquer un petit côté conjoncturel lié à l'aspect climatique au niveau de la France, qui reste notre marché majoritaire, même si on travaille pas mal à l'export. Donc voilà, donc cette année, c'est une année assez compliquée, ce qui est un peu frustrant parce qu'on a une très très belle qualité cette année et on a rentré ça dans les conditions superbes, les premières coupes, deuxième coupe magique. Voilà, c'est dommage de devoir aujourd'hui de devoir baisser les prix pour pouvoir écouler notre marchandise et avec un foin de cette qualité-là qui je l'espère reprendra assez rapidement. C'est compliqué la situation. Si le ministre de l'Agriculture nous écoute, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Si j'avais quelque chose à dire à notre ministre de l'Agriculture, c'est de nous donner de la lisibilité, de nous permettre d'avoir une vision long terme sur notre métier, d'éviter d'avoir des programmes, notamment les aides PAC, qui deviennent illisibles, qui ne voient pas à long terme, de nous dire, d'avoir une PAC qui permette de gagner notre souveraineté alimentaire, et je parle souveraineté alimentaire franco-française, c'est-à-dire d'être capable de produire un peu de tout dans toutes les régions de France et justement de diriger ces aides-là pour être capable de répondre à cet enjeu-là et d'éviter de mettre en concurrence des choses qui ne sont pas possibles, c'est-à-dire de devoir se mettre en concurrence face à des producteurs non seulement étrangers, mais même en France, on n'est pas sur un pied d'égalité vis-à-vis d'autres productions. Le blé dur se produit, je suis producteur de blé dur, aujourd'hui je m'en sors pas. Et des régions françaises font aujourd'hui du blé dur parce qu'il y a eu un marché pendant un moment. Ça a déstabilisé le marché ici, on nous aide plus à maintenir cette filière-là qui est en train de s'écrouler complètement, alors que c'est dommage, on tue un écosystème qui
comme je disais tout à l'heure, on a toute la filière aval qui s'est mise en place dans la région parce que pour traiter ces blés de qualité et qu'on va perdre. Merci Xavier. Merci à toi. On va faire un focus sur un matériel assez exceptionnel puisqu'il est increvable. Xavier, ce tracteur, il est plus vieux que toi. Oui, il a 2 ans de plus que moi. Il m'a vu naître et je l'ai toujours en pleine forme. Il est amorti. Largement amorti. Quel âge il a donc? Il a 41 ans. 41 ans. Globalement, tu as fait quoi comme opération récemment dessus? Est-ce que tu arrives toujours à trouver des pièces? Oui, très récemment, j'ai refait l'embrayage complet avec volant moteur compris pour un prix assez modique. J'ai acheté les pièces directement sur Internet, directement en Tchéquie à la source. Et ce qui m'a permis de le réparer à moindre frais et il est reparti pour quelques années. L'avantage, c'est que tu peux tout faire. L'avantage sur ce type de machine, c'est que je peux tout faire moi-même et j'ai un salarié qui est assez compétent en mécanique de base. Donc on arrive à faire ça dans les temps morts, les jours où il pleut, on se met ça et en une journée et demie, 2 jours, c'est réparé. Et tu t'en sers pourquoi ce tracteur? Celui-là, il a une vie assez facile, il fait que tirer les remorques celui-là. Il a un attelage automatique derrière pour éviter de descendre du tracteur, il fait que ça. Sa vie, c'est ça, tirer des remorques. Bon, Xavier, longue vie à toi et à lui, bien sûr. Voilà, à bientôt. À bientôt. Vous le savez, on mène une opération qui s'appelle Les agriculteurs ont du cœur. Focus cette semaine sur un de nos partenaires. Alors, WheezyFarm, on s'est engagé très très vite dès qu'on a eu l'information que cette opération se montait, parce que ça avait du sens, et nous on aime bien les choses qui ont du sens. On voyait tout de suite aussi l'intérêt entre le don, c'est-à-dire que les agriculteurs qui vont faire du don alimentaire, souvent c'est des producteurs et c'est souvent des employeurs. Et on pourrait aller plus loin en écrivant une histoire encore plus belle, en disant que l'agriculteur, il peut donner pour ces personnes en difficulté, et peut-être qu'il peut embaucher aussi. C'est certain d'ailleurs qu'il va embaucher des saisonniers. Et peut-être que là aussi, il peut tendre la main en embauchant. Donc, à partir de là, en fait, des bras pour ton assiette, c'est associé. Et des bras pour ton assiette. Et WheezyFarm, c'est associé, en fait, à cette opération qui est pleine de sens. Et nous, on ne fait que la recommander pour attirer encore plus de partenaires du monde agricole et plus d'agriculteurs, parce que c'est aussi très, très bon pour l'image du monde agricole. Et puis, ça fait plaisir aussi de faire plaisir. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, l'interview. Les matériels sont reconditionnables, sont plus faciles à remettre en état, mais je veux dire à remettre en état avec un niveau de performance qui reste élevé. Il ne s'agit pas d'avoir des solutions dégradées. Ça va permettre à des particuliers ou des professionnels qui démarrent de s'offrir des matériels de très grande qualité, avec des très hauts niveaux de performance, mais avec un prix divisé par 2 parfois. Donc vous voyez, c'est très vertueux. Ce sont autant de machines qu'on ne construit pas, puisqu'on reconditionne, on remet en état. Et donc, ça permet d'impacter moins sur l'environnement. Bon, pour moi, c'est positif, 2, c'est créateur de business, et surtout, ça génère de l'emploi au niveau des équipes, des ateliers. Moi, j'encourage tous les jeunes, Jean-Paul, qui sont manuels, qui ont de l'or dans les mains, mais faites les métiers de la mécanique, l'électrotechnique, l'électrique. Vous en avez pour énormément de travail pour les années à venir et des travails qui sont bien rémunérés. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à venir nous rejoindre au sein de notre opération Les agriculteurs ont du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine.